Hello! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la thématique des précédentes avec l'amputation et la phobie scolaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet qui est hyper intéressant et surtout qui touche plein de monde, qui est donc la PMA, donc le parcours de procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, on est donc avec Laurence qui est ma tati. Bonjour. Pour parler de ça, on va cuisiner. Elle va nous montrer sa recette fétiche qui est donc le gâteau Pomme cannelle. voilà, Tout simple. c'est tout simple mais c'est efficace, ça passe trop bien. Donc je vous propose qu'on se retrouve directement dans la cuisine. Primaire, c'est-à-dire que j'avais jamais eu mes règles naturellement, mais sans vraiment en fait trouver la cause, parce qu'on a fait des tas d'examens. Il y a juste une gynécologue à l'époque que j'avais vue qui m'a dit vous risquez de ne jamais pouvoir avoir d'enfants. Des sentiments qui se mélangent et qui sont compliqués parce que presque on en veut aux gens de tomber d'avoir des enfants, tout ça. Donc on se retrouve dans la cuisine pour faire donc le gâteau. Ne vous inquiétez pas, toutes les proportions seront en description avec le déroulé de la recette. Et donc on peut commencer tout de suite. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ton parcours, comment tu as découvert ce que tu avais, un peu tout ça en fait? Alors j'ai découvert ça à la période de l'adolescence, parce qu'en fait j'ai jamais eu mes règles naturellement. Donc on a commencé à voir des médecins, enfin voilà. Donc on a fait des examens, donc ils m'ont dit que c'était, donc ils ont appelé ça une aménorrhée primaire, c'est-à-dire que j'avais jamais eu mes règles naturellement, mais sans vraiment en fait trouver la cause, parce qu'on a fait des tas d'examens. Donc on n'a pas trouvé de raison, donc on a laissé comme ça. Il y a juste une gynécologue à l'époque que j'avais vue qui m'a dit vous risquez de ne jamais pouvoir avoir d'enfants. Ok, mais tout ça vient du fait que de base, juste, tu n'avais pas de règles. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, ce que m'a dit cette gynécologue, bien sûr, j'avais peut-être 16 ou 17 ans à l'époque, je sais plus, mais ça me trottait dans la tête, même si c'était pas le moment où, voilà. Mais ça m'a toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis, le jour où j'ai rencontré la bonne personne et où j'ai eu vraiment envie d'avoir des enfants, donc forcément, il a fallu que je consulte un gynéco. Ouais, parce que c'était sûr, certain que naturellement, c'était on a essayé naturellement, mais rien ne s'est jamais passé. Rien ne s'est jamais passé. Donc, on s'est aperçu que forcément, ça marcherait pas tout seul. Quand on voyait que rien ne se passait, j'ai consulté un gynécologue. Donc, qui m'a refait des examens pour voir si physiquement tout était normal et tout, et j'avais pas de problème ni aux ovaires ni à l'utérus. C'était vraiment un problème? C'était un problème hormonal, mais sans trouver la cause vraiment de ce problème. En fait, j'ovulais pas naturellement. Ah oui, ok, c'est tout. Donc, pas d'ovulation, pas de possibilité d'embryon, de grossesse. Donc, j'ai commencé avec ce gynéco qui a commencé à... Il m'a dit, on va faire une fille. Donc, on a commencé. Sauf que j'en ai fait, il me semble, 2 avec lui, sauf que les stimulations duraient très longtemps. Elles finissaient souvent en hyperstimulation, donc on était obligé d'arrêter tout d'un coup, et puis c'était pas très agréable pour moi parce que c'était douloureux. Mais parce que qu'est-ce que c'est une FIV concrètement pour ceux qui connaissent? Les FIV, c'est un traitement hormonal pour stimuler l'ovulation. Donc on va faire travailler les ovaires en fait pour faire ovuler. Créer des ovocytes qu'on va aller ponctionner sous anesthésie générale et qu'après on va mettre avec le sperme de l'homme et c'est le bébé éprouvette en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça le bébé éprouvette parce que l'embryon est formé en éprouvette. Et après, au bout de quelques jours, on réimplante l'embryon quand on estime qu'il est viable. Mais il n'est pas toujours viable. Il n'est pas toujours viable. La FIV ne marche pas à tous les coups. Donc c'est des traitements qui sont quand même lourds, même et lourds physiquement quand même, parce que c'est des hormones et que c'est pas... comment les hormones? C'est des piqûres? C'est des injections qu'on doit faire. Ce sont des injections qu'on doit faire, des prises de sang très régulières pour contrôler, pour savoir à quel moment il faut déclencher l'ovulation. Et après, alors je ne me rappelle plus maintenant parce que c'est il y a longtemps, mais il me semble que c'est 36 heures après cette piqûre de déclenchement qu'il faut passer au bloc pour qu'il prélève les ovocytes. Donc c'est assez... c'est vraiment tout. Donc c'est des prises de sang assez régulières, des échographies endovaginales aussi, voilà, c'est quelque chose d'assez... C'est toujours suivi en fait? Ah oui, tu es suivi tout le long du procédé. Et donc après, ton embryon est fécondé donc artificiellement et on te tient
le laboratoire te tient au courant de l'évolution. Et suivant les embryons, s'ils sont viables, ils te rappellent et te disent au bout de 3 ou 5 jours, c'est suivant la qualité des embryons, ils te disent vous pouvez venir, on réimplante. Okay. Et après, une fois que c'est réimplanté, c'est considéré comme une grossesse normale, on va dire. Mais à partir du moment où c'est réimplanté, est-ce que ça veut dire que tu es enceinte? Oui. Ou non, il faut qu'il se forme? Ben, tu es enceinte, mais après, il faut que ça tienne. Ah, parce que voilà, après c'est comme une grossesse, tu peux faire une fausse couche. Mais voilà. Si ça tient pas, c'est considéré comme une fausse couche alors? C'est ça, voilà. Ok. Voilà. Ok, et donc du coup tu as commencé par en faire 2 qui n'ont pas fonctionné. 2, après comme ça marchait pas, ce premier gynéco m'a envoyé voir une endocrinologue pour essayer un traitement hormonal. D'accord. Que j'ai essayé, je sais plus maintenant parce que c'est loin, mais peut-être pendant 9 mois, ou je sais plus du tout combien de temps, mais assez longtemps quand même. Ça n'a pas fonctionné non plus. Après, je suis partie voir un autre gynécologue avec qui, là, enfin, qui m'a redit, vous inquiétez pas, on va y arriver, vous allez y arriver. Déjà, je me suis sentie en confiance. Oui. Donc, il a retenté une FIV et la première a marché. Mais quand tu dis que ça a marché et que ça n'a pas marché, quand ça n'a pas marché, c'est juste que les embryons n'étaient pas viables et donc les 2 premières que j'avais faites, je crois qu'on m'a jamais réimplanté parce que j'ai même pas pu aller au bout. Je crois qu'il y en a qu'une. La dernière, peut-être il y en a une que j'avais fait, mais qui n'avait pas, l'embryon ne devait pas être viable, ça n'a pas marché. Avec le deuxième gynéco, donc là, la première fille a marché. Donc j'ai attendu, je sais plus, je crois que c'est 15 jours après l'implantation pour faire les prises de sang, tout ça. Et donc à la prise de sang, on voit que c'est bon, donc on va pour faire l'échographie. Mais moi, j'avais mal au ventre, j'avais des petites saignements, des petites pertes, tout ça. Tu sentais que c'était pas normal? Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais tellement contente de voir le résultat de la prise de sang première fois, enfin enceinte, machin. Au bout de combien de temps? Du coup, 2 ans au moins? Plus que ça. Plus que ça, ouais. Ça devait faire au moins 4 ans. Voilà. C'est un parcours assez long. Ouais, purée. Mais premier espoir alors. Premier espoir. Sauf que là, quand le gynéco me fait l'échographie, on entend le cœur déjà de l'embryon déjà, et on voit que le gynéco fait une tête un peu bizarre, donc. Et puis, il nous annonce, du coup, il me dit, Laurence, je suis désolée, c'est une grossesse extra-utérine. En fait, l'embryon était remonté dans la trompe. Donc, il me dit, c'est pas viable. C'est impossible. C'est pas possible. L'embryon ne peut pas se développer dans la trompe. Donc, il me dit, je suis désolée, il faut prévoir un avortement, enfin, pas un avortement, une interruption de grossesse. Donc, il prévoit tout pour le lendemain matin. Moi, en sortant de la salle d'écho, j'étais pas bien, j'avais très mal au ventre, j'étais vraiment pas bien, mais j'ai mis ça sur le compte de la déception, première fois que je tombais enceinte, c'est ça. Tout ça. Donc on prend la voiture, on rentre à la maison et j'avais de plus en plus mal au ventre, et vraiment des grosses douleurs au ventre. Et en arrivant, mais toujours sur le compte de l'émotion, en arrivant devant chez nous, heureusement qu'il y avait ma voisine qui était infirmière à l'époque, et quand elle m'a vu sortir de la voiture, apparemment j'avais pas une belle couleur. T'avais le teint gris? J'étais grise. Et en fait, donc on lui explique tout ça et elle me dit tu dois faire une hémorragie interne. Donc elle a appelé, c'est elle qui a appelé le SAMU et effectivement j'ai fait une hémorragie interne. Ah donc c'est le SAMU qui est venu me chercher. Donc ça c'est le manque de chance, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Ah mais du coup c'est hyper dangereux parce qu'une hémorragie interne, c'est pas pris longtemps. C'est ça. Je suis arrivée très très limite. Et puis après c'est le lendemain, forcément, c'est la déception. Et puis, est-ce que je vais pouvoir recommencer à refaire des filles? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Voilà, le gâteau est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. Allez, go, et on passe là-bas. Donc voilà, le lendemain, donc, je me suis réveillée en réanimation, je ne savais pas trop ce qui était. Mais carrément en réanimation? Ah ben oui, j'avais perdu je ne sais pas combien de litres de sang, enfin oui, c'était quand même assez critique. Mais bon, finalement, voilà, tout va bien. Et mon gynéco, j'ai eu la chance que mon gynéco vienne me voir assez rapidement et m'explique et me rassure en me disant que effectivement j'avais perdu le trompe et que c'était pas dramatique, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il fallait juste me laisser le temps à mon corps de se remettre de tout ça. Et qu'on pourrait refaire les FIV et que ça marcherait puisque ça avait marché. Oui, t'as de chance, donné de l'espoir. Voilà, et un tout bib super. Trop cool. Donc voilà, je me suis remise et 3 ou 4 mois après, je suis retournée le voir et du coup, on a relancé une FIV qui, cette fois-ci, enfin, a marché.
Et voilà, qui m'a permis d'être enceinte de jumeaux. Ouais, bah oui, parce qu'en plus, du coup, tu as plus de chance. Parce qu'on nous donne le choix, de toute façon, d'implanter 1 ou 2 ou 3 embryons. Jusqu'à 3, je crois, on peut en France. Mais parce que tu as plus de chances de tomber enceinte. Parce que tu as plus de chances de tomber enceinte, parce que ça ne veut pas dire que tous s'accrochent. Bon, on en a implanté 2, les 2 ont pris. Et en plus, j'ai eu le choix du roi, garçon et fille. Donc, ils sont arrivés un peu tôt, mais en super santé. Donc, voilà. Et tout ton parcours, même le fait que tu as fait une grossesse extra-utérine, ça n'a pas impacté sur la grossesse, sur l'accouchement, il n'y a pas eu plus de risques? Non, une fois que les grossesses sont lancées, c'est considéré comme une grossesse normale. Okay. Après, moi, c'est mon parcours, mais ce parcours-là, du coup, il date de 22 ans en arrière. Ouais, je ne sais pas si les traitements ont évolué, je ne sais pas du tout. Au niveau des traitements, ça a peut-être changé. Puis moi, même la mentalité des médecins, parce que du coup, tu disais qu'il y en avait une qui t'avait dit clairement que tu pourrais peut-être jamais avoir d'enfant. C'est ça, je pense que maintenant, il y a beaucoup, a priori, il y a beaucoup de problèmes de fertilité. Ouais. Donc, il y a peut-être eu une évolution. Et puis, je pense qu'il faut tomber, c'est pas forcément le bon gynéco, mais se sentir en confiance, je pense que ça aide beaucoup. Ah oui, le psychologique. Parce qu'en fait, le psychologique joue beaucoup. Parce que déjà, parce que là, mine de rien, ton parcours, ça a duré 5 ans. Parce que c'est des traitements qui sont lourds. Et voilà, et puis c'est un combat, mais en fait il faut y croire quand même, et après c'est facile à dire une fois qu'on est sorti, qu'on a fini par tomber enceinte, à avoir des enfants, on oublie tout ce côté-là, ce côté-là c'est fini, mais quand on est dedans c'est compliqué. Parce que toi tu pensais, du coup au bout de quand même 4 ans que ça marchait toujours pas, tu t'es dit que tu aurais jamais d'enfant? Peut-être que oui. Et après coup, je me suis dit, heureusement qu'il y a tous ces traitements, même s'ils sont lourds, même si c'est contraignant, mais heureusement qu'il y a ça, parce que sans ça, j'aurais jamais eu d'enfant. Ouais, c'est clair, voilà. C'est clair. Parce que même, j'ai voulu un 3e enfant, il a fallu que je refasse une fille. Même si je l'ai vécu différemment, parce que quand j'avais déjà 2 enfants, donc, si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, il n'y avait rien de dramatique. J'avais déjà 2 enfants. Oui, c'était un autre enjeu psychologique. Voilà, je l'ai pris plus à la légère. Et j'ai eu de la chance, ça a marché du premier coup. Donc t'as refait une fille, et t'en as implanté 2. Et ouais, mais il y en a qu'un qui a pris. Ah bah tu les as. Donc j'ai 3 enfants. Voilà. Mais comme quoi, c'est dingue. Mais oui, c'est fou. Mais parce que, mine de rien, au bout de 5 ans, il faut pas lâcher, quoi. Parce que je pense que. Non, c'est un peu le parcours du combattant, quoi. Mais il faut y croire, et après, ça marche. Et moi, j'avais une question aussi par rapport aux autres. Est-ce que du coup c'était un peu difficile pour toi de voir tout le monde autour de toi, peut-être tes copines qui tombaient enceintes? J'avais même, je m'en voulais, mais j'étais même jalouse des gens. Tu choisis pas. Voilà. Et ouais. J'étais jalouse. Parce que toi t'es tombée enceinte à quel âge? J'ai l'année de mes 31, je crois, tard du coup. Mais cette année-là, l'année où j'ai fait la FIV, en fait, j'ai mon frère qui m'a annoncé que sa femme était enceinte, et du coup j'étais super contente pour eux, mais à la fois jalouse. C'est des sentiments qui se mélangent et qui sont compliqués, parce que presque on en veut aux gens de tomber d'avoir des enfants, tout ça, et alors que nous on voudrait que ça vient pas. Et puis finalement, ça vient. Ils sont arrivés la même année que. Et après, j'ai eu l'honnêteté de le dire. Je le vivais. C'est vrai que ça me faisait mal de voir. Mais c'est normal. En plus, c'est un âge forcément où on fait tous ces traitements, où autour de nous, les amis, la famille ont des enfants, et nous, on en a une envie un peu folle. Et t'arrives pas. Et ça veut pas venir. Donc, il y a un sentiment un petit peu d'injustice et de jalousie. Après, voilà. Est-ce que du coup, au niveau de la famille et des amis, il y a aussi un peu de maladresse en mode. Genre, ceux qui, je sais pas moi, les amis qui disent c'est dans la tête, ou c'est quand que tu tombes enceinte? Il y en a, mais après la famille très proche, non, parce qu'ils sont au courant de tous ces parcours, donc au contraire, ils soutiennent tout ça. Après, c'est plus la famille éloignée, et alors, c'est quand vous faites un enfant et tu n'as pas envie de raconter ta vie à tout le monde, donc ils ne sont pas forcément au courant, et tout ça, forcément, oui, ça va remuer. Mais bon, ça fait partie, les gens ils sont pour rien, et c'est pas de la maladresse de leur part, voilà. Clair. Sauf que nous, effectivement, ça rajoute encore un peu de stress et de peine, mais voilà. Et on a la chance d'être né à cette époque et d'avoir accès à ces traitements. Et puis là, ça a encore plus, ça se trouve, évolué à l'heure actuelle. Je pense qu'ils ont fait des progrès. Et, voilà. Et puis, le fait d'avoir des vidéos comme celle-là aussi, ça peut donner de l'espoir, parce que toi, je sais pas, mais à ton époque, tu n'avais peut-être pas tout ça, donc tu savais pas trop que les gens, peut-être, ils avaient réussi au bout de tant d'années. Je sais pas. Oui.
Si, tu le vois, je le voyais quand j'allais dans mon cabinet de gynécologie. Ah oui, tu avais parce qu'il y avait toutes les photos des bébés qui étaient nés par FIV. Donc, ça motive quand même. Ça te motive, tu te dis, bon, il y en a chez qui ça marche. Oui, ça pourrait au niveau de la vie de couple, parce que c'est quand même... la femme subit au niveau de hormonal beaucoup de pression, de changements hormonaux, ces hyperstimulations, tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'on va être un peu dur à supporter. Et puis même le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant, même pour l'homme. Et puis pour l'homme, donc ça veut dire qu'il faut que lui aussi fasse des examens, qu'il donne son sperme. Donc c'est quand même pas forcément non plus facile pour l'homme aussi. Donc il faut quand même que le couple soit solide, soit assez solide quand même, je pense, pour que... Puis de toute façon, il faut forcément un soutien, parce que vivre ça seul, dans tous les cas, ça serait impossible. Oui, quoi. De toute façon, il faut être deux. Pour faire des enfants, il faut être deux. Donc, voilà. S'il y a des périodes où tu te dis, je vais tout arrêter, mais l'envie d'enfant, elle est tellement forte que tu tentes le tout pour le tout. À l'époque, de toute façon, je sais pas si c'est pareil maintenant, je crois qu'on avait droit à 4 FIV remboursés par la sécurité. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du côté financier. En France, je crois qu'il y a, enfin, à l'époque, il y avait jusqu'à 4 FIV remboursés intégralement par la... Ça aussi, c'est une chance, parce qu'effectivement. Après, ça doit avoir un certain coût que je ne connais pas, et du coup, je ne me suis jamais posé la question. Mais du coup, j'ai tenté, s'il avait fallu Moi, je suis allée, du coup, je sais plus maintenant si je suis allée jusqu'à la 3e ou si c'est à la 4e vraiment que ça a pris. Parce que déjà... En fait, après, on veut tout oublier, tout ça c'est du passé, je sais plus si j'en ai fait 3 ou 4. 3 sûrs, peut-être la 4e. Mais du coup, si jamais il y avait eu justement que ça n'avait pas pris au bout de la 4e et qu'il fallait encore retenter cette fois-ci en plus avec le côté financier qui rentre en jeu, tu penses que ça peut décourager? Je pense que ça peut en décourager certains, je pense. Après, l'envie d'enfant, quand même, elle reste mais après, oui. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se tournent vers l'adoption, peut-être aussi. Ou parce que quand tu as ce besoin d'enfant, c'est dur pour... c'est dur. C'est dur quand tu peux pas... Tu as un besoin quand même. Et surtout que tu sais pas d'où ça vient pour le coup. Et de ne pas pouvoir, c'est compliqué, quoi. Je ne sais pas comment je me serais remise si jamais ça n'avait pas marché. C'est sûr. Là, une fois que j'ai eu mes bébés, j'ai oublié toutes ces années de galère, tout ça, on oublie tout, on met tout de côté. Mais effectivement, je ne sais pas, celle qui n'y arrive pas du tout, ça doit être très dur moralement. Moralement, ça doit être très dur. Heureusement qu'il y a donc les possibilités d'adoption, etc. Après, voilà. Mais tout ça, après, en fait, c'est un parcours... c'est un parcours du coup, de toute manière, quand tu rentres dans la PMA, parce que la PMA, ça regroupe les FIV, mais il y a aussi les inséminations artificielles. Mais du coup, toi, puisque tu n'avais pas de cycle et d'ovulation, ça ne servait à rien. Non. Donc c'est vraiment toi que les FIV. Stimuler, si, ça perturbe quand même, parce qu'on y pense beaucoup, en fait, et que tu es obligé d'y penser, parce que tu as des injections à faire quasi quotidiennes, des prises de sang, donc tu es obligé d'y penser. Et puis, c'est stressant parce que une fois que tu as fait le traitement, que tu as fait l'implantation des embryons, tu as ce laps de temps où tu dois attendre, c'est 15 jours, il me semble, pour faire la prise de sang, pour voir si les embryons ont pris. Et voilà. Et ça, c'est très dur parce que c'est le verdict de la prise de sang, ça veut dire si c'est positif, tout va bien, si c'est négatif, ça veut dire qu'il faut tout recommencer, attendre déjà que ton corps se remette. C'est combien de temps, donc, du coup 3 ou 4 mois, il me semble. C'est super long. Eh bien oui, parce que pour l'organisme, c'est quand même des doses d'hormones assez importantes et il faut laisser le temps. Voilà, donc à chaque fois, ça veut dire qu'il faudra patienter et puis tout recommencer. Donc si émotionnellement j'ai beaucoup pleuré, j'ai dû être un peu exécrable par moment. Mais ça se comprend. Mais voilà, ça fait partie. Voilà. Et le jour où ça marche, par contre. C'est l'explosion là. C'est là. Mais même pour la famille, ça doit être fou du coup. Et après, même tout le monde me disait, des jumeaux, ça va être dur, tout ça. Non, ça n'a pas été dur du tout. Ils ont été très faciles. Ça a été génial. C'était le cadeau. C'était génial. Dernière question, est-ce que les démarches pour avoir accès à ce parcours de PMA, c'est compliqué? Je ne me rappelle pas que ça a été compliqué. Je pense que c'est le gynécologue qui, une fois qu'il a fait tous les examens et qu'il se rende compte que ce ne sera pas possible naturellement, c'est eux qui lancent le processus. En fait, moi, je ne me rappelle pas d'avoir monté des dossiers où, en fait, c'est des examens à faire, pas mal d'examens. En fait, une fois que tu rentres dans les cases de la PMA, pour la femme. Et une fois que tous les examens sont faits et qu'ils se rendent compte que ça ne va pas être possible, à ce moment-là, c'est eux qui décident
d'enclencher le parcours. Le parcours. Et après, c'est le même gynéco. Bon, comme tu as dit, tu as changé parce qu'il y en a un qui te convenait pas. Mais sinon, c'est vraiment lui qui te suit tout le long. Ah oui, oui. Après, moi, j'ai eu même la chance que ce soit lui qui m'accouche. Ah ouais, génial. Il m'a suivi vraiment. Cool. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est cool. Bah, c'est pour ça aussi que c'est important de trouver quelqu'un qui nous convient, du coup, qui te motive. Je pense que le rapport avec le médecin est très important. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il faut se sentir en confiance parce que ça aide quand même. Bah oui, c'est clair. Ça joue oui, beaucoup, le psychologique, il joue vachement. C'est ça. Cette vidéo aura pu en motiver beaucoup d'entre vous. Si vous passez par là, ne désespérez pas, non, comme quoi tout arrive. Garder le moral. Ouais, c'est ça. Et y croire. Et y croire. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce petit témoignage. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.